Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture. Je vais peut-être enfin pouvoir rattraper mon retard et vous présenter enfin ma dernière lecture. Il y aura de la fantasy, il y aura un peu de science-fiction et il y aura de la mythologie. Comme ça il y en a un peu pour tout le monde. On varie les genres, on est comme ça. Mais il n'y aura que des romans par contre. Je commence déjà avec le tome 2 de Nevernight par J. Christophe aux éditions de Saxus. Le premier a été un coup de cœur. Donc j'avais de grandes attentes pour ce tome-ci et j'étais un poil déçue. Même si on dirait comme ça que je vous dis que j'ai pas aimé, mais c'est pas le cas. J'ai vraiment beaucoup aimé, mais j'ai eu beaucoup plus de mal à m'immerger dans ce tome-ci. Déjà, comparé au premier tome, je vais pas vous faire forcément le résumé pour ne spoiler personne. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans le premier tome, on est donc sur l'univers des assassins. Via l'école. Là, on est dans l'univers des gladiateurs. Donc on change complètement. Et l'ambiance aussi, du coup, change complètement. Et autant, alors dans la première partie du récit, en fait, on alterne entre deux temporalités. Et je pense que c'est ça qui m'a perdue. Autant il y avait une temporalité où j'étais vraiment à fond et j'avais qu'une envie, c'était de savoir le fin mot de l'histoire. Autant la deuxième, elle m'ennuyait un petit peu, faut l'avouer. Peut-être parce que du coup il n'y avait pas tant d'action que ça. Mais jusqu'à du coup, je pense à peu près la moitié du roman, avec cette double temporalité, j'étais un peu mi-figue mi-raisin quoi. Je ne savais pas trop où me placer. Et puis après est venue la deuxième partie de l'histoire où là vraiment... Alors pourtant la deuxième partie de l'histoire je pense n'est pas la plus riche en action au niveau de l'histoire. Elle n'avance pas très vite, du moins j'ai pas eu cette sensation là. J'ai plus eu la sensation qu'on prenait notre temps etc. Peut-être un peu trop par moment. Mais je sais pas, c'est peut-être l'ambiance gladiateur, les relations qui se nouent, qui étaient très réelles, très poignantes aussi, très touchantes. Tout ça a fait que la deuxième partie, pour moi, elle m'a accrochée et je ne pouvais pas me lâcher ce roman. Encore une fois, on finit sur un cliffhanger qui nous donne envie d'avoir la suite. Mais je dois avouer que j'étais un peu déçue. J'ai trouvé un peu facile ce cliffhanger. Même si je ne l'ai pas vu venir... Non, je ne l'ai pas du tout vu venir, hein, j'ai beau chercher, je vais pas mentir. Une fois que je l'ai su, j'étais en mode... Oh, ouais, c'est pas... J'ai pas trouvé très original, ce cliffhanger. Ma foi, après c'est un événement parmi tous les romans. Par contre, du coup, même s'il n'était pas très original, il donne envie de lire la suite et ça tombe bien puisque je l'ai. Du coup, pour résumer, c'est un bon tome. C'est pas un coup de cœur comme ça a été pour le premier, mais j'ai quand même passé un très bon moment. En fait, on sentait un peu que c'était le milieu de l'histoire. Et bien souvent, je trouve que les tomes 2 sont pas forcément les meilleurs. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que le tome 3 soit un coup de cœur comme le premier. Ensuite, on va passer à la science-fiction avec Idealis, donc le tome 1 écrit par Christopher Paolini aux éditions Bayard. Donc Idealis, c'est de la science-fiction et plus précisément un space opéra, qui est donc le premier du genre de l'auteur, qui n'est autre que l'auteur de Eragon. Pour ce qui est de l'histoire, on suit notre héroïne. J'ai Kira qui me vient en tête, mais je suis pas du tout sûre de ce prénom. Et autant vous dire que je peux pas me baser sur le résumé. Kira est une exploratrice, puisqu'en fait, dans son monde, les humains ont colonisé les autres planètes que la Terre. Je crois que la Terre n'est même plus habitable, mais ça je suis pas sûre à 100%. Et donc, ils envoient des espèces d'unités de recherche sur certaines planètes qu'ils ne connaissent pas ou pas assez, pour qu'ils puissent faire des recherches dessus. Donc ils puissent exploiter des morceaux de roche, ce genre de choses pour savoir s'il est possible que la vie s'installe sur cette planète, si elle existe déjà dessus, et si les humains peuvent s'y installer pour la coloniser et pouvoir ainsi s'étendre et survivre. Donc nous on suit Kira qui est envoyée sur une de ces planètes qui, elle, son rôle c'est justement un peu une sorte de biologiste, c'est-à-dire qu'elle va regarder tout ce qui peut être vivant
Et au cours d'une de ses recherches, elle va tomber sur quelque chose de très très bizarre. Et elle va tomber littéralement dans une grotte. Une grotte très surprenante, et elle va tomber sur une espèce de chose bizarre qui va l'entourer de particules. Et elle va tomber dans la grotte. Après ça, elle se réveille et elle se rend compte que l'organisation qui chapeaute un peu toute l'humanité, etc., en fait, elle l'a mis en quarantaine, elle et son équipage, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, parce que il faut bien qu'ils sachent si c'est mieux, si déjà elle a été infectée par quelque chose, si c'est vivant, est-ce qu'il y a un risque que ça contamine quelqu'un d'autre, parce que ça peut se transformer en pandémie, cette chose. Donc voilà, le temps qu'ils arrivent à trouver ce qui s'est passé, ils sont mis en quarantaine. Et ils vont vite se rendre compte que, en fait, Kira, il y a quelque chose de pas normal. Déjà, à un moment donné, elle va avoir des espèces comment dire ça, c'est dur. Espèces d'appendices qui vont sortir à un moment où je crois qu'elle se met en colère et elle ne va pas du tout se contrôler et ça va littéralement tuer tout le monde. C'est-à-dire que ça va tuer son fiancé, ça va tuer tous ses amis. Donc pas la joie, clairement pas. Et puis ensuite cette chose qui l'a contaminée va venir recouvrir sa peau comme une membrane extérieure et l'isoler totalement du monde. Ils auront beau la frapper, essayer de la trouer, de la déchirer, rien n'y fait. C'est quand même une carapace en fait qu'elle a, qui est complètement indestructible. Donc elle va se retrouver étudiée par cette organisation. Et au final, ils vont se rendre compte que pile à ce moment-là, une race extraterrestre venue de nulle part attaque les humains. Alors déjà, ils ne savaient pas jusque-là qu'il y avait une race extraterrestre, qu'ils n'étaient pas les seuls. Et ils ne savent pas pourquoi maintenant. Est-ce que c'est un rapport? Est-ce que c'est pas un rapport? Enfin bref, c'est un peu la merde, parce que ces extraterrestres, ils sont un peu costauds, ils tuent un peu tout le monde, et donc ils vont venir attaquer le vaisseau sur lequel elle est retenue prisonnière, et elle va réussir à s'échapper et à les convaincre que en gros elle est nécessaire à leur survie, qu'elle seule peut essayer de comprendre ce que veut cette race extraterrestre, puisque de toute évidence ça peut être un lien avec ça. On va dire que les coïncidences ça n'existe pas trop. Et donc c'est leur voyage pour essayer de contrer cette race, essayer de comprendre ce qu'ils veulent, essayer de comprendre ce qui est sur sa peau parce qu'elle ne comprend pas, elle va essayer de la contrôler, etc. On est clairement sur du space opéra. Je ne lis pas ce genre-là d'habitude et j'ai compris pourquoi. C'est-à-dire que j'ai bien aimé l'histoire, mais je me suis quand même pas mal ennuyée. Pour moi, ça n'avançait pas assez vite. Et je pense que c'est ce genre-là qui veut ça et ce n'est pas mon truc, clairement. Il y a aussi le fait qu'il y avait beaucoup de termes scientifiques et que du coup c'est très dense comme lecture, c'est très complexe. En soi, on comprend tout, mais il faut vraiment se concentrer. Donc c'est pas une lecture déstressante, on va dire ça comme ça. C'est très contemplatif aussi, mais pour autant il y a beaucoup d'action par moment. Mais en fait on alterne entre des phases où il y a énormément d'action et limite on comprend pas tellement il y a d'action dans tous les sens, avec des phases où c'est très contemplatif et il se passe pas grand chose et où là on a envie que ça avance quoi. Donc c'est un peu le ressenti que j'en ai. Maintenant ça fait quelques mois que je l'ai lu et je vous avoue que j'ai pas grand souvenir de l'histoire. Donc c'est pas très bon signe en général. Donc j'en viens même à me demander si je vais lire le tome 2 puisque c'est une duologie, je sais plus si je l'ai dit. C'est pas un grand succès pour moi ce livre-là. Ensuite, on repart avec de la fantasy, avec Dark Rise de C.S. Paca aux éditions Big Bang. Alors, j'avais lu de l'auteur Le Prince Captif. Oui, c'est ça. Que je n'avais pas du tout aimé pour diverses raisons. Mais en fait, j'avais bien aimé la plume, c'était l'histoire en soi qui m'avait posé un problème. Donc je voulais tenter et voir ce que ça donnait avec une autre histoire, un autre univers, et ma foi j'ai été conquise puisque ça a été un coup de cœur. Dans ce roman, en fait, on nous dit qu'il y a eu une bataille entre le camp de la lumière et le camp de l'ombre,
qu'elle a été tellement épique qu'en fait elle a détruit littéralement le monde, mais que personne ne s'en souvient tellement c'était il y a longtemps. Personne sauf un groupement qui sont les Stewards, qui ont pour rôle en fait de surveiller le monde et faire en sorte que le roi obscur ne revienne jamais. Voilà pour le contexte. Et nous, on va suivre Will, qui est un jeune homme qui en fait a vu sa mère se faire assassiner sous ses yeux et qui fuit la personne qui l'a assassiné. Au cours de sa fuite, il va se retrouver capturé sur un bateau d'un célèbre marchand que tout le monde connaît, qui est ultra riche, et donc il va se faire capturer et il va s'avérer qu'il va croiser pendant sa capture le chemin de Violette, qui elle est, disons, dans le camp de ce marchand là, et qui un jour va suivre son intuition et va le libérer au cours d'une bataille. Elle va le libérer, sachant qu'elle a une force surhumaine que personne comprend d'où ça vient. Et au cours de cette fuite, en fait, elle va se retrouver à devoir faire confiance à Will, puisqu'elle va apprendre que sa famille projette en fait de la faire tuer pour que son frère devienne plus puissant. Alors, dit comme ça paraît bizarre, mais je peux pas vous donner forcément les détails sans vraiment tout dévoiler. En gros, tout ce qu'il faut retenir, c'est que sa famille veut la trahir, elle l'apprend, elle est profondément déçue, donc elle se rallie aux côtés de Will, parce que elle a nulle part où aller. Et au final, ils vont apprendre que Will, en fait, sa destinée, c'est de rencontrer les Stewards, puisqu'il est le porteur du bien, vraiment celui que la prophétie a déclaré pour je vais y arriver, pour tuer le potentiellement roi obscur, enfin l'empêcher de revenir, voilà, je vais y arriver, et que Violette en fait est dans le camp opposé. Elle est censée être dans les méchants, mais au final elle se retrouve un peu dans les gentils, donc c'est un peu le bazar. Il y a de la confiance mais pas trop, voilà. On est donc sur une réécriture des légendes arthuriennes. Et alors, moi de toute façon la mythologie j'adore ça, donc dès qu'on est dans une réécriture en général j'aime beaucoup, et là j'ai trouvé que c'était très 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 bien fait. On s'éloigne pas trop de la mythologie, mais juste assez pour que on garde un peu d'originalité. L'ambiance qui ressort de ce roman est juste fascinante en fait. Ça m'a fait un peu penser à Harry Potter, l'ambiance qu'on a un peu dans le 7e tome. Tout le long du récit, on a des plot twists qui donnent envie de continuer, qui cassent la monotonie. On s'ennuie pas une seule seconde. Les personnages en soi étaient très attachants, même si, alors, je pense que ce qu'on peut leur reprocher, c'est que leur relation manque un peu de réalisme, c'est-à-dire qu'ils vont se faire confiance du jour au lendemain comme ça. Voilà. On peut douter du fait que ça puisse arriver dans la vraie vie, mais ma foi, ça ne m'a pas gênée pendant ma lecture. Ça m'a pas empêché de m'attacher à eux. Enfin bref, j'ai adoré ce roman, et j'ai pas envie de vous spoiler non plus, parce que en fait j'étais tellement émerveillée pendant toute la lecture de ce roman que j'ai envie que vous ayez la même chose que moi en fait. Pour ce qui est de la fin, parce que ce n'est pas un one-shot, ça donne envie de lire la suite, clairement. Je suis restée sur le derrière, comment dire. Quand je l'ai lu, je m'y attendais absolument pas. Vraiment, on a un vrai retournement de situation là pour le coup. Et voilà, et je suis dégoûtée que la suite ne soit pas encore traduite en français. Et qui n'est même pas annoncée en fait. Ou alors je l'ai loupé, ce qui est possible. Mais il me semble pas que ce soit annoncé. Donc j'espère que je vais pas attendre trop longtemps, et j'espère qu'elle va finir par sortir surtout un jour. Ensuite, on va passer à un service presse envoyé par les éditions Explora, donc qui est de Brume et d'Opale d'Amandine Peter, que j'ai lu aussi en format numérique, c'est pour ça que je l'ai pas ici aussi, que j'ai adoré. On est donc sur un mélange de fantasy, de piraterie, d'espionnage. Il y a énormément de choses. Puisque dans ce monde-là, en fait, il y a ce qu'on appelle les opales, qui sont en fait une fois transformés par un alchimiste, transformés en liquide, ont d'énormes pouvoirs. Chaque couleur a son propre pouvoir. Il y en a une qui va vous permettre de lire dans les pensées des autres, une qui va pouvoir d'augmenter votre persuasion, une qui va vous permettre de soigner, etc.
Autant vous dire que c'est quelque chose de très recherché. Et nous, on suit Razel qui rêve de devenir alchimiste, sauf que avant de finir sa formation, puisqu'aujourd'hui elle est assistante chez un alchimiste, avant de finir sa formation, sa directrice d'école va l'envoyer en mission. Dit comme ça, c'est bizarre, mais en fait, ses parents l'ont mis dans une école assez spéciale sans s'en rendre compte. Ils l'ont mis dans une école d'espionnage. Et donc, l'heure est venue pour Hazel de partir dans sa première mission, ce qui ne l'enchante pas des masses, mais quand elle va apprendre qu'en fait, elle va devoir infiltrer les rangs du roi des pirates, elle va se dire qu'elle va peut-être pouvoir assouvir sa vengeance. Puisque le roi des pirates en question, qui sait, personne ne sait qui c'est à part nous, puisqu'on le suit dans cette histoire. Je vais l'appeler Athanaël, mais je ne suis pas du tout sûre du prénom. C'est un jeune homme qui a pris la relève de son père, qui était le roi des pirates, qui s'est fait passer pour mort du coup pour être tranquille, et qui à l'origine opérait sur les mers, un pirate c'est normal, qui vole en fait les opales sur les navires pour pouvoir les redistribuer aux riches, aux pauvres pardon, justement, le but c'est d'être un peu un Robin des Bois. Sauf qu'un jour, il s'en est pris au bateau du père de Razel qui l'a mené à sa faillite. Et il y a eu un souci qui l'a mené à opérer sur la terre ferme et à passer le flambeau à son fils, pardon, je vais y arriver. Et donc Razel, elle, va s'infiltrer auprès de Athanaël et son camp pour rendre un rapport. La directrice, tout ce qu'elle lui demande, c'est un rapport sur ce qu'il fait, leur but, etc. Tous les détails qu'elle peut avoir. Et elle va dire ok, mais à la fin de cette mission, en fait, vous considérez ma formation terminée, vous me laissez tranquille, et je veux avoir le droit de tuer moi-même le roi des pirates. La directrice va dire ok. Et donc, on suit Razel qui va infiltrer ce camp-là. Seulement, Athanaël sait qu'il y a potentiellement un traître dans son camp. Il se méfie un peu et donc il va, avant de lancer le recrutement des nouvelles recrues, où il y aura Razel et sa coéquipière, qu'elle n'aime pas des masses, soit dit en passant, il va dire à son bras droit, on va faire un truc, on va faire croire qu'à partir de maintenant, puisque personne ne sait qui est vraiment le roi des pirates, aux nouvelles recrues, tu vas leur dire que c'est toi, le roi des pirates. Et on verra bien si quelqu'un d'autre trahit. Assez basique comme plan, sauf que il va y avoir potentiellement un rapprochement entre Razel et Athanaël. En fait, Razel ne va pas... Enfin, est-ce que Razel va comprendre qui est vraiment le roi des pirates à temps ou pas du tout même, je ne vais pas vous le dire, mais voilà, ça donne lieu à des situations assez cocasses, avec un gros quiproquo. L'univers en soi était très très bien pensé, on a vraiment un mélange de tout entre, comme je disais, l'espionnage, la fantaisie, le fonctionnement des opales qui est très très poussé, très recherché. On a plein de trucs qui viennent s'imbriquer les uns dans les autres et qui forment un univers ultra complexe. On a une histoire très émouvante, très, très juste. En fait, on n'est pas dans le pathos, on n'est pas non plus dans le enemy to lovers où vraiment il n'y a que ça, il y a vraiment de l'action. Il y a la dénonciation aussi, puisqu'il y a un rapprochement qui est fait entre le commerce des opales et le commerce des diamants. Puisque les deux proviennent de mines où c'est pas très glorieux ce qui se passe dedans, il n'y a pas forcément des adultes qui y travaillent. Donc on a vraiment un gros parallèle là-dessus, c'est même dit explicitement à la fin du récit par une note de l'autrice. Je n'invente rien. Donc j'ai trouvé l'histoire très intéressante et vraiment elle se dévore en fait. 300 pages, même pas 2 jours c'était plié. Donc je vous le conseille énormément. En plus c'est un one shot, donc au moins ça ne fait pas de série à rallonge. On a le fin mot de l'histoire à la fin, et quelle fin d'ailleurs. Donc autant de raisons d'y aller. Et enfin, je vais finir avec 3 ou la trahison des dieux de Marion Zimmer Bradley. Sur ce roman, on est sur de la revisite de la mythologie encore une fois, mais grecque, puisque la guerre de Troie, voilà, c'est assez explicite dans le nom. Sauf que nous, on va suivre le destin de Cassandre.
puisque en fait c'est Cassandre qui va nous raconter ce qu'il s'est réellement passé, puisque selon elle, alors, c'est pas les bardes, enfin ceux qui racontent les histoires ne racontent pas la vraie version de la guerre de Troie après. Donc voilà, on va tout voir de son point de vue à elle, et ça part de sa naissance jusqu'à la fin. Voilà. C'était très intéressant comme roman. Alors, évidemment qu'il y a une partie qui est romancée, qui ne s'appuie pas forcément sur des textes historiques. C'est même d'ailleurs précisé par l'autrice à la fin. Elle donne les preuves sur lesquelles elle s'est appuyée et quelle partie elle a étayée. Quelle partie elle a imaginé. Et elle a pu le faire notamment parce qu'il y a des gros trous dans l'histoire de Cassandre. Donc voilà, autant s'en inspirer un peu et faire passer le message qu'on veut grâce à son histoire. Et quel message, puisque on est clairement sur un roman très féministe où on nous dénonce, on nous rappelle que la guerre de Troie, elle s'est passée, effectivement, il y a eu des hommes qui ont combattu glorieusement, etc. Mais il y avait aussi des femmes dans cette ville, et on nous raconte pas souvent leur vie, comment elles ont vécu ça. Et donc, on nous raconte l'histoire de Cassandre, qui est donc une prêtresse d'Apollon, qui a assisté à la guerre et qui l'a même prédit, puisque elle a un pouvoir qui est donc de pouvoir prédire l'avenir, sauf que Apollon va se fâcher contre elle, puisqu'elle l'aurait offensée d'une manière discutable, on va dire ça comme ça. Mais les dieux sont ce qu'ils sont, et il décide qu'il va la punir en la maudissant. Donc elle va pouvoir voir l'avenir, puisque il ne peut pas lui enlever ce don-là, c'est un don des dieux, et ça ne s'enlève pas, un don des dieux. Mais par contre, ce qu'il peut faire, c'est rajouter un autre don, qui est donc celui de ne jamais être cru. Donc elle va annoncer maintes et maintes fois la destruction de Troie, et personne ne va la croire. Elle va se faire chasser, donc elle va se réfugier au temple d'Apollon, pardon. Et elle ne va pouvoir que assister en fait à ce destin qu'elle ne peut pas forcément contrôler du coup. Ce qui est un peu une métaphore sur les femmes à cette époque-là, c'est-à-dire qu'elles ne choisissaient pas grand-chose. On les mariait à qui on voulait. Voilà, je ne vous apprends rien. Ce que j'ai trouvé très intéressant, et je voulais chercher d'ailleurs si ça s'appuyait sur des faits historiques ou pas, et j'ai oublié de le faire, pour tout vous avouer. On nous raconte que Cassandre, pendant sa jeunesse, a été envoyée par sa mère chez les Amazones, puisque sa mère était une Amazone avant d'être la femme de Priam, et que du coup, elle a une vision assez différente des femmes grâce à ce passage chez les Amazones, justement, où en fait c'est totalement l'opposé, c'est-à-dire que les hommes ils sont chassés dès qu'ils sont en état d'être adultes, ils sont totalement interdits, les femmes ont tout le pouvoir. Clairement c'est l'opposé de la civilisation grecque à ce moment-là, et on a donc des dialogues très crus, vraiment des passages où quand tu les lis ça te choque littéralement. Ce qui est normal dans notre époque actuelle, mais on sent qu'il y a quand même une remise en question par les femmes dans le roman de leur situation. Et je crois qu'un des passages qui m'avait marqué, c'est quand elle disait « Une des femmes est allée accoucher, les hommes font la guerre, mais ils seraient totalement incapables de donner la vie. » On entend souvent des louanges sur leurs exploits justement pendant la guerre, pendant les combats, mais on n'entend pas souvent de louanges pour la femme qui vient de mettre au monde un bébé. Et d'ailleurs, le bébé est considéré comme étant au père et non à la mère. C'est ce genre de petites remarques tout le long du roman qui fait réfléchir et qui fait que j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Maintenant, je pense que je regrette un peu le fait que forcément on nous parle de plein de femmes, on nous parle d'Hélène forcément, d'Andromaque, et il y en a auxquelles je me suis plus attachée qu'à d'autres. Je n'ai pas du tout aimé Hélène, mais bon, ça, l'histoire fait que. Le truc, c'est que Cassandre, elle avait une position assez spéciale puisqu'elle était prêtresse.
Donc elle n'a pas connu le mariage, elle n'a pas connu le devoir d'enfanter, d'être aux côtés de son mari, d'être fidèle à son mari, ce genre de choses. Et j'aurais bien aimé avoir le point de vue d'une femme qui a ces contraintes-là, voir comment elle a vécu pendant la guerre. Le fait d'être derrière son mari, de devoir le supporter, alors que c'est pas son mari par choix forcément. Enfin, cette notion de devoir, j'aurais bien aimé qu'elle soit plus exploitée via d'autres personnages que Cassandre. Mais en soi, j'ai beaucoup aimé le roman et forcément, si on s'attarde sur le point de vue de chaque personnage pendant la guerre de Troie, on n'a pas fini. Il y a déjà plein d'autres romans d'ailleurs qui le font forcément très bien. Et ça me donne juste envie de lire d'autres romans de mythologie. Voilà pour les avis de mes dernières lectures. Je vais m'arrêter là, ma voix est en train de me lâcher complètement. J'espère que ça s'entend pas trop. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu une de ces lectures, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient toujours énormément, ça me fait toujours très plaisir. Puis moi je vais vous souhaiter de très bonnes lectures en attendant la prochaine vidéo.